les témoins P9 et P10 ont déclaré que les mesures prises par les institutions républicaines avaient pour seul but d'encadrer les manifestants afin d'empêcher les troubles à l'ordre public. P9 0011 04 55, page 04 69, et P10 0016 01 30, page 01 45 et 01 46. D'ailleurs, le témoin P9 a confirmé que les forces d'ordre ont reçu les consignes de ne pas tirer sur les manifestants. 0011 04 55, page 04 56. Madame le Président, peut-on passer brièvement à huis clos partiel? Oui, Madame le greffier, s'il vous plaît, on passe en audience à huis clos partiel. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Madame le Président. Ces éléments de preuve, qui sont, je le souligne, les preuves du procureur, démontrent directement et complètement ses propres allégations, selon lesquelles les ordres d'attaquer la foule auraient été donnés. Ces preuves démontrent que les forces d'ordre se sont trouvées dans une situation dans laquelle elles étaient obligées de se défendre. Et c'est effectivement ce qu'elles essayaient de faire, en utilisant les moyens conventionnels contre les armes de guerre, car elles avaient pour consigne de ne pas tirer sur la foule, de ne pas utiliser les armes et de n'utiliser que les moyens conventionnels. Dans le paragraphe 44 du DCC, le procureur allègue que la prétendue attaque des forces de l'ordre avait été planifiée et organisée. Il n'en est rien. Les forces d'ordre savaient que les rebelles pourraient créer le désordre. D'ailleurs, nous venons de voir, les rebelles eux-mêmes ont annoncé leurs intentions. Le procureur indique dans ce même paragraphe 44 qu'un courriel avertissait le secrétaire particulier de Simone Gbagbo des risques pour les manifestants lors de cette manifestation. 0018 04 41. Certes, ce courriel avertissait, mais ce courriel avertissait surtout que les marcheurs avaient pour mission de provoquer les populations par des casses, des agressions et des incendies, en décrivant le scénario envisagé, souhaité et planifié par le camp pro-Ouattara et sur lequel, je le cite, dans la confusion, des colonnes dormantes de la rébellion passent à l'action. Habillées dans la tenue des gendarmes et des FDS, elles tirent sur les marcheurs. Le bain de sang sera filmé en direct.
Cette preuve démontre sans ambiguïté que les risques pour les manifestants ne venaient pas des forces régulières. Les risques venaient justement des forces stationnées dans l'hôtel Golf, des forces soutenant Alassane Ouattara. Alors oui, les forces de l'ordre étaient prévenues des risques pour les manifestants et ont pris, dans cette optique, les mesures nécessaires pour prévenir le bain de sang annoncé par les partisans d'Alassane Ouattara. Le procureur semble s'étonner que le chef de l'état-major a convoqué une réunion avant cette manifestation. Mais que pouvait-il faire lorsqu'on lui annonce un bain de sang? Évidemment qu'il a convoqué une réunion. Il fallait discuter des mesures à prendre pour protéger les populations. Mais souvenez-vous des consignes. Je viens de les mentionner. Ne pas tirer sur les manifestants. Ne pas utiliser les armes. Utiliser les moyens conventionnels. Et pourquoi les soldats ont essayé de dissuader les manifestants de continuer? Parce que les manifestants se dirigeaient tout droit vers les endroits où il y avait des combats. Les combats entre les forces rebelles et les forces régulières. Et parce que, en continuant leur marche, les manifestants se trouveraient dans le cœur de ces combats. Et ceux qui ont continué, malgré toutes les tentatives des forces d'ordre de les dissuader, s'y sont trouvés. Les forces régulières en charge du maintien de l'ordre ont essayé de protéger la population. Ils ont essayé d'empêcher les troubles en utilisant les moyens conventionnels, comme l'aurait fait toute police de n'importe quel État, afin de maintenir l'ordre et afin de se défendre contre les attaques. Aucune preuve concrète et solide n'existe que les forces d'ordre ont ouvert le feu sur les manifestants sans avoir été attaquées préalablement. Et les forces d'ordre ont bien été attaquées ce 16 décembre 2010. Elles ont été attaquées avec des armes de guerre et ont subi des pertes considérables. Au moins 10 de leurs membres ont été tués ce 16 décembre 2010. Sur le nombre de victimes et sur le défaut de leur identification. Le procureur dit lui-même, dans le paragraphe 46 du DCC, que lors de la marche, il y avait 3 morts. Donc, il y aurait 3 morts dans une action violente dans laquelle des armes lourdes auraient été utilisées en tirant sur une foule. Soyons sérieux, tout en déplorant les victimes et en compatissant avec leurs familles. Nous devons constater que les FDS n'ont mené aucune action violente ce 16 décembre 2010, car dans tout cas contraire, les victimes auraient été bien plus nombreuses. Les FDS avaient pour mission de protéger la population et elles l'ont fait. L'identité de ces 3 personnes qui auraient été tuées le 16 décembre 2010 est inconnue. Les seules personnes identifiées tuées lors de la marche du 16 décembre 2010 sont des membres des FDS. Document 0018 05 77, page 05 78. Les circonstances dans lesquelles les 3 personnes, victimes alléguées par le procureur, auraient trouvé la mort lors de cette marche sont inconnues. Il est également inconnu si ces 3 personnes étaient des civils ou des membres des forces rebelles, c'est-à-dire les combattants pro-Ouattara. En tout état de cause, le procureur n'a pas fourni de preuves tangibles et concrètes qui donneraient des motifs substantiels de croire que les forces régulières se sont attaquées aux manifestants lors de la marche du 16 décembre 2010 et que des crimes étaient commis à cette occasion
par les forces loyales au président Gbagbo. Incident en dehors de la marche. Les allégations du procureur concernant les événements sur la marche sur la RTI sont tellement infondées que le procureur essaye d'attacher tout incident, réel ou imaginaire, qui a ou aurait eu lieu à Abidjan le jour de la marche et les jours suivants. Ainsi, dans le paragraphe 45 du DCC, le procureur affirme qu'il y aurait eu des morts le matin du 16 décembre 2010, lorsque les corps habillés ont attaqué le siège du PDCI à Cocody. Le récit de cette attaque repose uniquement sur la déclaration du témoin P184, le témoin qui n'y était pas et qui, en réalité, ne sait rien de cette attaque. 0032, 0011, page 0021, paragraphe 58. Si le procureur pense qu'une attaque a eu lieu le matin du 16 décembre 2010 au siège du PDCI, il aurait dû trouver des preuves tangibles et concrètes. Il n'a rien fait. Il s'est contenté de lui dire qu'il n'est corroboré par aucun autre élément. Dans les paragraphes 47, 48 et 49 du DCC, le procureur mentionne une série d'événements qui se seraient produits à Abidjan entre le 16 et 18 décembre 2010 et dans lesquels un certain nombre de personnes, selon le procureur tous partisans d'Alassane Ouattara, auraient perdu la vie. Mais le procureur n'a mené aucune enquête sur ces événements. Il s'est contenté de relater les faits rapportés dans divers rapports. Il n'a même pas vérifié si les faits rapportés se sont réellement produits. Il énumère les meurtres qui auraient été commis sans préciser l'identité des victimes, l'identité des agresseurs, sans préciser les circonstances dans lesquelles ces meurtres se seraient produits, sans préciser les lieux où ces meurtres se sont produits. Aucun événement n'est proprement identifié et, bien entendu, aucun de ces événements n'est proprement documenté. Dans cette situation, il est impossible de croire que ces incidents se sont réellement produits et surtout qu'ils se sont produits de manière décrite par le procureur. Il était intéressant d'entendre le procureur nous expliquer le 21 février, compte rendu page 26, que les incidents dans lesquels les membres de FDS étaient tués n'étaient pas liés à la marche. Comment est-ce possible que les incidents où des membres de FDS ont perdu leur vie ne font pas partie de la marche, quand le procureur essaye de lier à la marche tous les incidents qui se seraient produits à Abidjan dans les jours suivant cette marche? Il y a là une logique déformée, ou bien c'est de la partialité éthiquement inadmissible et juridiquement contraire à l'article 54.1 du statut. En réalité, les incidents qui ont eu lieu dans les jours suivant la marche, pour autant qu'ils se soient produits, ne sont pas liés à la marche qui a eu lieu le 16 décembre. Les incidents qui ont eu lieu sont des événements isolés, qui ont été conséquence du désordre total provoqué par les manifestations violentes, ou dois-je dire des attaques des forces rebelles, qui répondaient dans tout le pays aux appels lancés par Alassane Ouattara, Guillaume Soro et leurs chefs rebelles. Rappelons-nous de l'ordre lancé de l'hôtel Golf, provoquer les populations par des casses, agressions et des incendies. Les viols.
En outre, dans le paragraphe 43, le procureur allègue qu'au moins 17 femmes auraient été violées lors des événements du 16 décembre 2010. Il nous a fourni l'identité de deux victimes de viol qui auraient été violées à l'école de police. Sans même parler de la crédibilité de ces déclarations. Afin que le dossier du procureur présente des motifs substantiels de croire que ces crimes étaient commis et peuvent être imputés à la personne mise en cause dans cette procédure, le procureur aurait dû mener les enquêtes supplémentaires. Est-il allé interroger la personne qui était responsable de l'école de la police au moment où ces méfaits auraient été commis? Peut-être, mais personne ne le sait. A-t-il recherché les policiers qui se trouvaient au moment des faits à l'école de la police? Peut-être, mais encore une fois, nous ne le savons pas. A-t-il amené les femmes qui auraient été violées dans l'école de police afin qu'elles essayent d'identifier les pièces où elles auraient été violées? A-t-il interrogé les responsables de la police sur ces viols qui auraient eu lieu à l'école de la police? A-t-il interrogé un seul policier sur ces viols? Non, Madame le Président, le procureur n'a rien fait. Il n'a mené aucune enquête sérieuse. Il s'est contenté de reportages médiatiques et de rapports fondés sur les témoignages non identifiés et non identifiables, et donc non vérifiables. Or, ce n'est pas suffisant pour engager une procédure pénale. Ces éléments, tout simplement, ne fournissent pas des motifs substantiels de croire que ces crimes, s'ils étaient commis, peuvent être imputés au président Gbagbo. Regardons de plus près les allégations relatives au viol. Le procureur allègue dans le paragraphe 50 du document amendé de notification des charges que le 18 décembre 2010, un groupe de soldats et de miliciens aurait commis un viol en réunion contre une jeune fille après l'avoir enlevée de chez elle. Cette description est prise pratiquement mot par mot d'un rapport d'Amnesty International, document 0002 06 47, page 06 75 06 76. Elle ne nous renseigne sur rien. Nous ne savons pas dans quel quartier cette fille avait été enlevée. Nous ne savons pas où le viol aurait été commis. Nous ne connaissons pas l'identité de la victime. Nous ne connaissons pas l'identité de ses agresseurs. Ceux-ci sont identifiés par le mot générique soldats et miliciens. N'importe qui aurait pu commettre ce viol, et pour une multitude de raisons. Malheureusement, les femmes sont particulièrement ciblées lors des troubles à l'ordre public et sont les premières victimes de désordre. C'est tragique, c'est révoltant, c'est inadmissible, mais ce n'est pas imputable au président Gbagbo. Cette allégation est à l'image de toutes les autres. Aucune précision n'est donnée qui aurait permis de vérifier les faits et de les lier aux forces loyales du président Gbagbo. Dans le même paragraphe, donc paragraphe 50, le procureur allègue le viol de 6 femmes qui auraient été détenues dans une maison gardée par des gendarmes. Elles auraient été violées par un groupe de 3 hommes. Ces faits proviennent du même rapport d'Amnesty International. Et encore une fois, nous ne savons rien sur les auteurs de ces viols ou sur les victimes. Donc nous nous posons la question, quel est le lien entre ce viol et les forces loyales au président Gbagbo? Une seule réponse s'impose, aucun. Il en va de même concernant le viol de 2 femmes à un barrage routier. Le procureur n'a fourni aucune précision sur les auteurs de ce viol ou sur les victimes.
il n'a même pas identifié le barrage où ce viol aurait eu lieu. Encore une fois, il s'est contenté de reprendre les termes du même rapport d'Amnesty International, 0002 0647, page 0680. Par ailleurs, il semble que le viol que le procureur tente à présenter comme un autre viol, qui aurait été commis au niveau d'un autre barrage, est exactement le même comme celui rapporté par Amnesty International, sauf que cette fois-ci, il a été rapporté par une autre ONG, 0022 0042. Par respect des femmes qui ont subi des violences, nous devons rappeler encore une fois que les femmes sont particulièrement ciblées lors des troubles et des ordres qui créent un environnement criminogène par une multitude d'individus malsains et malfaisants. Cependant, rien dans ce dossier ne lie ces viols aux forces ou même aux militants du président Gbagbo. Les victimes de ces viols auraient été les femmes pro-Ouattara. Nous n'avons pas de moyens pour le vérifier. Nous ne connaissons pas l'identité des victimes, mais admettons que les femmes violées à ce barrage étaient des femmes pro-Ouattara. Qui étaient les auteurs du viol? Nous ne savons rien. Rien. Et que dire du viol en réunion de 3 jeunes sœurs qui vivaient à Abobo? La description de cet événement provient cette fois-ci de notre rapport, d'un rapport de Human Rights Watch 0002 0166. Les victimes du viol ne sont pas identifiées dans le rapport et le procureur n'a fait aucun effort pour les identifier. Pis encore, ces jeunes filles auraient été violées par les hommes qui ont déclaré être les policiers. Le procureur n'est même pas en mesure d'affirmer que ces hommes étaient effectivement des policiers. En réalité, il ne sait rien, ni sur les victimes, ni sur les auteurs de ce viol. Encore une fois, rien ne lie ce viol aux forces loyales au président Gbagbo. Toutes les femmes violées n'étaient ni Djoula ni pro-Ouattara. Un ancien membre du commandant invisible affirme qu'à Abobo, les femmes étaient violées parce qu'elles étaient bêtées, proches du LMP. Son récit ressemble étrangement au récit des rapports repris par le procureur. Seulement lui, il sait de quoi il parle. Il y était. Et il dit, je le cite, « Par exemple, dans le village Ébrié, à Nonkwa-Kouté, on a vu plusieurs de ces cas. Même au niveau d'Abobo Centre, d'Abobo Ouest, vers Kennedy, vers Chapacha, vers Samaké, il y a eu plusieurs cas de femmes qui ont été violées, dépecées, brûlées, tuées, leur mari égorgé devant elles, juste parce qu'ils étaient bêtés, juste parce qu'ils étaient LMP. C'est tout. Il y a eu beaucoup de cas même, il y a eu trop de cas. Même nous-mêmes, on a déploré ça, mais on ne pouvait pas trop parler parce qu'ils étaient proches de Draman, et c'est lui, Draman, qui faisait tout. » C'est la pièce de la défense 2381, page 2392. Les preuves que le procureur offre pour ces allégations de viol sont creuses. Prenons comme exemple le rapport 0022 0042. Tout d'abord, ce rapport pose en soi la question de la crédibilité, de sa crédibilité. Il a été compilé à la suite d'une demande du procureur. Donc au départ, il est destiné à soutenir les thèses du procureur. Cependant, avec la meilleure volonté d'aider le procureur, l'organisation qui a rédigé ce rapport n'y est pas parvenue. Cette organisation a formé les équipes qui se sont déployées dans les communes afin de recueillir des informations.
les efforts fournis, les enquêteurs de cette organisation n'ont obtenu 2010, page 0045 du rapport. Curieusement, ils n'ont reçu aucune information sur les viols qui auraient été commis à l'école de la police. D'ailleurs, aucun rapport ne mentionne les viols qui auraient été commis le 16 décembre 2010 à l'école de police. Ce seul fait aurait dû alerter le procureur et le pousser à faire des enquêtes sur les cas de viol recensés par différents moyens et différentes organisations. Il n'en était rien. Il s'est contenté de le reprendre, de recenser tous les cas rapportés sans qu'aucune preuve fiable ne le soutienne. Et nous tenons à répéter qu'il y avait certainement des cas de viol. Il y en a toujours dans les temps de troubles. Mais quel lien avec le président Gbagbo? Le procureur n'a démontré aucun. Et il n'y en a aucun. Conclusion sur les événements du 16 décembre 2010. Pour comprendre les événements du 16 décembre 2010, il faut les situer dans leur contexte. Il faut les situer là où ils se sont déroulés, dans un État profondément divisé en deux depuis des années, le Nord tenu par les rebelles et le Sud tenu par les forces régulières gouvernementales. Il faut se rappeler que les élections étaient tenues dans un climat de peur, sans que les conditions pour leur tenue soient réellement réunies, ce qui ressort clairement d'un article écrit par M. Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud et médiateur dans la crise en Côte d'Ivoire, document 0666. Si le gouvernement du président Gbagbo a fait des efforts énormes pour satisfaire les exigences de la communauté internationale, et même des rebelles, ceux-ci n'ont pas tenu leurs engagements et les rebelles au nord du pays n'étaient jamais désarmés. Document de la défense 0020, page 0023 et 0666, page 0668. Au contraire, les rebelles étaient plus armés que jamais. Forts des armes et du soutien de la communauté internationale, les rebelles ont tout fait pour rendre les élections au nord du pays irrégulières, n'hésitant pas d'intimider, d'attaquer et même d'assassiner les sympathisants du président Gbagbo. Et partout ailleurs, selon les dires du témoin du procureur, P46, les partisans du RHDP sèmaient des troubles. C'est la transcription 0014, 0233, page 0234. La précipitation de la commission indépendante d'annoncer les résultats sans s'assurer que les élections étaient tenues dans des conditions régulières a exacerbé les problèmes. Et après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, rappelons-le, le seul organe compétent à valider les résultats des élections en Côte d'Ivoire, le pays, déjà depuis des années coupé en deux, s'est trouvé avec les deux présidents et deux gouvernements. À ce moment, l'un, président Gbagbo, qui avait tout pour se considérer légitimement élu, offrait les négociations et demandait le recomptage des bulletins de vote. L'autre, Alassane Ouattara, a choisi la force. Il faut dire que ce n'est pas vraiment une surprise, car depuis des années, Alassane Ouattara utilisait les rebelles et leurs armes pour parvenir à ses fins. Soutenu par la communauté internationale, il n'a pas hésité de se servir des rebelles lors du deuxième tour des élections, ainsi qu'après la proclamation des résultats, afin de parvenir à ses fins.
Il n'est donc pas étonnant que les violences ont éclaté en Côte d'Ivoire, lorsque la communauté internationale a reconnu, au dépit de la décision du Conseil constitutionnel et au mépris de la souveraineté de l'État et du peuple ivoirien, la victoire d'Alassane Ouattara. Dans le cadre de ces violences, bien pensées et planifiées, il y avait l'organisation de la marche sur la RTI, qui n'était pas envisagée par la RHDP comme une manifestation pacifique, mais comme une action destinée à s'emparer de la RTI par tous les moyens, y compris par la force. Certes, lorsque les forces de maintien de l'ordre interviennent dans une manifestation, elles sont tenues à respecter les lois. Elles sont également tenues à s'abstenir de toute utilisation excessive de force. Mais lorsque les forces de l'ordre sont attaquées par les gens lourdement armés, elles ne sont plus dans une opération classique du maintien de l'ordre. Elles se trouvent impliquées dans les combats. Elles se trouvent dans un conflit armé, dans une guerre. C'est ce qui est arrivé le 16 décembre 2010. Les forces de l'ordre étaient attaquées par les rebelles. Leur tâche était difficile, voire impossible, car les rebelles armés étaient dans la foule. Pis encore, ils étaient difficilement identifiables car ils étaient habillés en civil. P9 0011 04 55 15. Alors oui, le 16 décembre, il y avait des incidents. Et à sa tâche première, vérifier la réalité des incidents rapportés, vérifier les circonstances des incidents dont la réalité aurait été confirmée, identifier les auteurs des exactions, vérifier s'ils avaient réagi en légitime défense, spontanément ou sur l'ordre. Par ailleurs, dans le paragraphe 51 du DCC, le procureur affirme que bien que ces attaques aient été largement dénoncées, rien ne permet d'affirmer que le président Gbagbo et son entourage ont cherché à enquêter sur ceux qui y avaient pris part. Cette formulation est plutôt étrange et laisse entendre que peut-être il y avait des enquêtes, mais que le procureur n'en a pas trouvé de preuves qui permettraient de l'affirmer. Or, le procureur est en possession du document qui atteste que les enquêtes étaient menées sur les événements qui se sont produits le 16 décembre 2010 et les jours suivants. Document 0001 0226, page 0232. S'il avait des doutes sur l'existence des enquêtes mentionnées dans ce document, le procureur aurait dû enquêter davantage. Il ne l'a pas fait. Au lieu de mener une enquête approfondie, le procureur s'est empressé d'inculper le président Gbagbo en reprenant purement et simplement les informations rapportées principalement par des médias et dans une moindre mesure par les organisations internationales et non gouvernementales dans les rapports divers et variés. En agissant de telle manière, le procureur n'a pas mis en doute seulement son indépendance et son impartialité. Il a jeté un ombre sur la capacité de la justice internationale à accomplir ses objectifs. En inculpant le président Gbagbo pour les événements du 16 décembre 2010, sans avoir fait l'effort à les vérifier et sans avoir la décence de les situer dans leur contexte,
le procureur a mis la justice au service de la politique. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, le procureur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour ces allégations relatives à la marche sur la RTI qui permettrait la confirmation des charges à l'encontre du président Gbagbo pour cet événement. Je voudrais maintenant passer au deuxième événement, la marche des femmes, en présentant d'abord la situation qui régnait à Bobo au début de l'année. Afin de mieux comprendre ce qui se passait à Abobo, il est nécessaire de s'y intéresser à la situation qui existait à Abobo au début de l'année 2011. Malheureusement, le procureur continue à occulter le contexte et déforme la réalité vécue dans cette période de troubles en Côte d'Ivoire. Ainsi, il allègue dans le paragraphe 52 du DCC que les attaques menées par les forces pro-Gbagbo contre les partisans d'Alassane Ouattara ont redoublé d'intensité début mars 2011 après les appels à manifester lancés par ce dernier. En réalité, et d'après les éléments de preuve apportés par le procureur, les troubles, le désordre et les incidents se sont multipliés à Abidjan et notamment à Abobo en raison d'apparition de différents groupes qui faisaient leur propre loi. Le plus notoire de ces groupes était le commandant invisible qui sévissait à Abobo en janvier et février 2011, faisant de nombreuses victimes parmi les forces de l'ordre, mais également parmi la population. Et dans le paragraphe 53 du document de notification des charges, le procureur allègue qu'il était prévu, dès le 1er mars, d'approvisionner en armes lourdes additionnelles et en renfort, notamment de mercenaires, les forces pro-Gbagbo présentes au camp commando d'Abobo. Ces allégations du procureur sont basées sur deux documents dont l'interprétation donnée par le procureur est erronée. Le premier, 0018-0067, dont l'origine est obscure, nous renseigne surtout que depuis la crise post-électorale, l'on assiste à l'infiltration massive des rebelles à Abidjan, et particulièrement à Abobo et à Niama, et à une guérilla urbaine dans les dites communes. S'agissant du prétendu armement et du recours aux mercenaires, ce document contient une proposition, mais il n'atteste nullement que cette proposition ait été acceptée, et encore moins qu'il ait été mise en œuvre. Et je répète qu'on ne connaît pas la source de ce document. Quant à l'autre document, 0018-0240, il montre surtout que la gendarmerie manquait cruellement des moyens pour accomplir sa mission d'assurer la défense et la sécurité. Aucun de ces deux documents ne soutient que le président Gbagbo ou les forces qui lui étaient fidèles ont prévu d'apporter les armes lourdes ou d'amener des mercenaires à Abobo. Au contraire, les deux documents soulignent l'insuffisance des moyens dont les forces républicaines disposaient à l'époque face aux dispositifs armés dont disposaient les forces semant les troubles et le désordre dans Abidjan, et notamment dans le quartier d'Abobo. Quant aux deux témoins qui auraient P46, ils n'ont jamais dit rien de tel. Au contraire, pas de répéter que les forces d'ordre étaient attaquées à Abobo et que la police
et le SECOS étaient contraints à quitter ce quartier car ils subissaient trop de pertes. Voyons ce qui se passe réellement à Abobo dans les premiers mois de 2011. Les combattants rebelles s'infiltrent à Abobo avant le 28 novembre 2010. Nous vous avons déjà expliqué que les combattants rebelles se sont infiltrés à Abobo avant le 28 novembre 2010 et qu'ils organisaient des caches d'armes. À vrai dire, les armes sont distribuées aux rebelles à Abobo depuis janvier 2006. Document 0018 07 27. En ce début d'année 2011, beaucoup de gens à Abobo étaient armés et une agression armée dirigée par le commandant invisible a été organisée. P10 0016 0065, page 0076. P46 0014 0135, page 0159 et 0160. P69 0017 0124, page 0138. Le témoin P10 affirme que le groupe du commandant invisible était armé plus que l'armée elle-même, qu'ils avaient des blindés, des lance-roquettes et des mortiers. 0016 0084, page 0090 et 0091. Le témoin P107 affirme même que les membres de ce groupe n'hésitaient pas à tuer ses propres éléments. Déclaration 0020 0064, paragraphe 162. Les preuves de la défense confirment la présence du commandant invisible d'Abobo, mais aussi des forces de Guillaume Soro, qui combattaient entre elles pour le contrôle d'Abobo. Document 13 96, page 1400. Le récit du commandant du théâtre des opérations du commandant invisible, document 23 81, fournit des informations sur la présence des autres groupes armés actifs à Abobo, comme celle de Kone Zakaria, qui était un des chefs des rebelles, comme nous vous avons déjà montré. Il explique aussi comment le commandant invisible, armé d'armes lourdes, procédait à Abobo, ce que nous vous avons aussi déjà montré. Il convient aussi de souligner que les rebelles utilisaient des hommes en treillis des forces de défense et de sécurité. Document 0025 0056, page 0058. Et il utilisait les gens en treillis des forces de défense et de sécurité pour pouvoir imputer leurs propres crimes aux forces régulières. Madame le Président, est-ce que ce serait... J'ai combien de temps encore? Est-ce que ce serait le bon moment d'interrompre, de suspendre l'audience? Vous ne voulez pas continuer pour 5 minutes? Oui, pas de problème. En janvier et février 2011, à Abobo, les hommes ont tiré sur les policiers. Les policiers ont été tués et les véhicules de la police ont été détruits. P9 0011 0505, page 0520. Les attaques des forces rebelles sur les forces de l'ordre se multiplient. Nous allons voir la vidéo 0562.
Vitres brisées, plafonds décoiffés, murs mitraillés. Voilà le décor qu'a pu observer la première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, au commissariat du 14e arrondissement d'Abobo Centre, qui a été le 7 février dernier la cible d'individus lourdement armés qui avaient pour ambition d'éliminer les valeureux agents de police de ce commissariat. Dans une seule journée, le 12 janvier 2011, 9 policiers ont péri à Abobo. P46 0014 0326, page 0350 et 0351. En février 2011, une voiture de police a été détruite par un RPG. Certains militaires étaient tués chez eux, dans leur maison qui était incendiée, et les forces de l'ordre ont perdu, depuis le début du conflit, 36 hommes à Abobo. P9 0011 0455 0476. En mars, tous les commissariats de police avaient été attaqués à Abobo, et la police n'y existait plus. 0014 0326, page 0328. Le SECOS s'est retiré d'Abobo le 26 février 2011, après que plusieurs membres de SECOS aient été tués dans ce quartier. 0016 01 04, page 0105, 0107 et 0108. Le 22 février, un détachement de SECOS a été attiré dans une embuscade. 0002 02 77. Selon le communiqué du commandant invisible, ce 22 février 2011, au moins 27 membres de FDS auraient perdu la vie et le commandant invisible s'est emparé d'une grande quantité d'armes et de munitions. Document 0001 03 96. Vers la fin du février, il n'y a plus de FDS à Abobo. Il n'y a que quelques éléments confinés au camp d'Abobo, assiégés par rebelles qui les attaquent régulièrement. Ils sont tellement armés, ils ont des kalachnikovs et des armes lourdes, des RPG, des lance-roquettes, des mortiers, qu'ils s'attaquent même au camp commando. P153 0028 0035, page 0037, paragraphe 12. Ce serait bon moment? Oui, je crois arrivé à la fin de notre journée d'aujourd'hui. Nous allons suspendre maintenant pour recommencer demain à 2h30. L'audience est levée. All rise, we will